Bonjour à tous. Moi, je suis Oli Henman, le coordinateur de Action pour le développement durable. C'est mon plaisir de vous accueillir avec nos partenaires de Forus sur notre webinaire qui fait partie d'une série d'événements parallèles au Forum politique de haut niveau. Nous avons le plaisir d'écouter des divers cas de la participation de la société civile avec les revues nationales volontaires. C'est une question spécifique pour la société civile de comment on peut faire que vraiment les revues nationales se tournent dans les processus de toute la société. De Action, nous avons plus de 3000 membres, beaucoup dans les pays du Sud, et nous sommes vraiment heureux de pouvoir écouter et partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, je passe à Deirdre de Forus pour quelques mots et après à Abdelhakim. Merci. Merci Oli et bonjour à tous. Je suis Deirdre de Burka, le coordination plaider de Forus. Et Forus est très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui cet événement parallèle conjointement avec notre partenaire A4SD. Forus s'engage à travailler dans différentes langues et en fonction des besoins de ses membres. Et nous sommes heureux d'organiser cet événement parallèle en français sur l'accélération à la mise en œuvre de l'agenda 2030. Nous en co-organiserons en espagnol ce vendredi, le 17 juillet. Nous nous réjouissons d'entendre les contributions des 4 intervenants aujourd'hui et d'avoir une riche discussion par la suite. Merci et je vous passe la parole, Abdelhakim. Donc, bonjour tout le monde. C'est dommage que ma photo n'apparaît pas sur, voilà, sur l'écran, mais on va communiquer. Donc, c'est un atelier. Arnaud, c'est l'autre vidéo, c'est pas celle-là. C'est l'autre vidéo, c'est l'autre présentation. Voilà. Donc voilà, je salue tous les camarades de l'Afrique. Donc nous sommes dans notre continent, pour une fois. Donc, le programme développement durable, je vais rappeler un petit peu, en grosso, un peu vite, le programme, ses objectifs et un peu le forum. Donc, le programme développement durable à l'horizon 2030, c'est un plan d'action pour l'humanité, pour la planète, pour la prospérité. Il est universel, indivisible et ambitieux. Donc, c'est un programme de ce qu'on appelle les 5 P. Et donc, c'est fondamental pour nous. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Donc, comme tout le monde le sait, il y a des objectifs, mais ces objectifs ne sont pas isolés, ils sont intégrés et ils sont indissociables. Et réaliser un objectif dépend en partie de la réalisation de l'autre objectif. Donc, c'est une caractéristique très importante. Il n'y a pas de hiérarchie entre les objectifs. Deuxièmement, ces objectifs visent à réaliser les droits humains pour tous, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles et bien sûr des populations marginales et autochtones. Passez, s'il vous plaît. Donc, le forum politique de haut niveau, c'est un résultat clé de la conférence de Rio +20 en 2012. C'est l'organe intergouvernemental de haut niveau à caractère universel qui a remplacé la Commission de développement durable. Donc, il a un rôle central dans le contrôle du suivi de l'examen et au niveau mondial de l'agenda 2030. Donc, ce forum, il fournit un leadership politique et des conseils et des recommandations, encourage les politiques cohérentes, éclairées, renforce l'intégration des 3 dimensions de développement durable,
considère les enjeux nouveaux et émergents, renforce les liens entre sciences et politique. Donc, il se réunit chaque année pendant 8 jours sous les auspices du Conseil économique et social et tous les 4 ans sous les auspices de l'Assemblée générale. Passez, s'il vous plaît. Vous passez? Vous pouvez passer, Arnaud, la diapo. Voilà, donc la structure, il y a deux structures. Il y a une structure de haut niveau pour le développement durable sous les auspices du Conseil, dans laquelle on aborde des examens thématiques, la mise en œuvre. Oui? Oui, c'est bon. La mise en œuvre des ODD au niveau régional et sous-régional, les pays en situation particulière, et bien sûr, il y a le segment ministériel de ce haut niveau qui concerne les examens nationaux volontaires, l'adoption de la déclaration ministérielle et l'événement spéciaux, activités parallèles et expositions. Passez, s'il vous plaît. Donc, voilà quelques messages clés. Donc, la révision de ce forum, pourquoi c'est important pour nous? C'est important parce que c'est une opportunité de renforcer la participation de multiples parties prenantes et d'améliorer la mise en œuvre des ODD. Généralement, les gouvernements ont tendance à marginaliser les associations démocratiques, la société civile de manière générale. Donc, les messages clés du Forus pour le forum, c'est de constituer un processus inclusif et transparent, garantir une participation plus significative et effective de la société civile, opérer des réformes fondamentales concernant la structure et le fonctionnement du forum, assurer une révision à niveau multiple du cycle de suivi du forum, faire en sorte que le forum s'intéresse davantage aux politiques plutôt que de le réduire à des questions techniques et des questions d'indicateurs quantitatifs et insignifiants. Continuez, s'il vous plaît. Oui, Arnaud? Voilà. Nous sommes hommes, donc aujourd'hui, on est réunis pour donner un peu cette feedback, cette perception, ou cette façon de voir les choses, notamment en question des examens nationaux volontaires. Ces examens se passent sous les auspices du Conseil économique et social. Ils sont volontaires, ils sont menés bien sûr par les États. Ils sont rigoureux et fondés sur l'analyse des faits, donc ils doivent être étayés par des évaluations menées au sein des pays, des données qualitatives, accessibles, actualisées, fiables. C'est des enseignements à retenir, donc facilite l'échange. C'est une situation nationale, donc l'examen en fonction de la situation des politiques. Et bien sûr, il a un caractère ouvert, non sélectif et participatif, et ça nous intéresse également. Donc, c'est un moment de communication, c'est un moment où normalement les États qui se respectent impliquent l'ensemble des parties prenantes, y compris la société civile, pour faire prévaloir cette intelligence collective et pour créer un climat de mobilisation pour la réalisation des ODD. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas été très vite parce qu'on m'a averti qu'on a 1 heure, donc peut-être j'ai été un peu vite, mais je m'excuse auprès de mes collègues. Donc, on va commencer notre présentation. Je n'ai pas la liste par ordre. Arnaud, je n'ai pas la liste par ordre. Peut-être que Roukiatou peut commencer par nous donner son témoignage. Roukiatou, oui. Ensuite Aboubacar, Oscar, oui. Et puis vous, Abdelhakim, vous pouvez terminer. Donc, Roukiatou, d'accord. Donc, Roukiatou, juste je marque ici, Roukiatou, Boubacar, Oscar et moi à la fin. Bon, à vous la parole, Roukiatou. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. J'espère que je suis bien entendue parce qu'en ce moment, il y a une grosse pluie qui s'abat sur Ouagadougou. Donc, voilà, je suis dans mon bureau, mais quand même, j'ai l'écho de la pluie. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci de me répondre. Allô?
On vous entend très bien. Parfait. D'accord. Donc, je suis Rukiatou Ouedraogo. Je suis la responsable plaidoyer au secrétariat permanent des organisations non gouvernementales au Burkina Faso. Le SPONG est un collectif qui regroupe les ONG et les associations qui interviennent au Burkina. Et cette plateforme a été créée depuis les années 1974 par 17 ONG et aujourd'hui elle réunit plus de 250 ONG qui interviennent dans tous les secteurs de développement. Et à ce titre, le SPONG, en fait, au niveau national, est reconnu aujourd'hui comme un interlocuteur clé du gouvernement burkinabé sur les questions de développement. Et c'est à ce titre que nous avons participé au processus déjà d'élaboration de ces objectifs de développement. Et aujourd'hui, nous sommes impliqués dans sa mise en œuvre au niveau national et au niveau international et régional à travers les différentes plateformes auxquelles on appartient. Et je voudrais vraiment remercier déjà le Forus pour cette occasion qui nous est donnée pour partager cette expérience de notre participation à l'appropriation et au suivi des ODD. Qu'est-ce qu'on peut dire? En 2019, le Burkina Faso s'est engagé de façon volontaire à produire un rapport national sur l'état de mise en œuvre des ODD. Comme la précédente présentation vient de le notifier, en fait, faire un rapport national, c'est vraiment volontaire. Donc, c'est un engagement de l'État de le faire. Et donc, un État peut, pour le moment, décider de ne pas le faire, mais le Burkina, quand même, a pris l'engagement de le faire en 2019. Et comme nous, en tant que société civile, nous avons été impliqués dans ce processus. Il faut dire que depuis l'adoption des ODD, comme je disais, nous avons vraiment participé au processus d'élaboration. Donc, on était quand même reconnus comme un acteur stratégique qui travaille sur ces ODD-là. Et du coup, tout le processus d'internalisation, d'appropriation des ODD, nous avons été impliqués parce qu'il faut dire qu'après l'adoption des ODD, au niveau national, il y a eu un processus d'appropriation qui a été fait pour que les ODD soient alliés au Programme national de développement économique et social. Donc, nous avons participé à ce processus et nous avons volontairement, dans le cadre de plusieurs initiatives, travaillé à promouvoir, faire connaître ces ODD par les différentes organisations de la société civile. Donc, quand l'État a décidé de produire le rapport, une correspondance nous a été adressée pour notifier que le Burkina allait présenter un rapport national volontaire et que nous sommes conviés à participer au processus d'élaboration de ce rapport. Donc, on a été mis dans un comité restreint qui a d'abord fait un premier travail de production du rapport et ensuite, il y a eu des étapes de validation. J'avoue que de façon formelle, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas eu l'opportunité de participer ou bien participer. Mais malheureusement, dans la réalité, ce n'est pas très concret. Voilà, déjà pour l'atelier, le premier atelier pour produire le premier draft, sur plus de 30 participants gouvernementaux, il n'y avait que 2 places pour la société civile. Donc déjà sur ce plan, vous comprenez que 2 représentants de la société civile ne peuvent aucunement avoir la capacité d'intervenir sur tous les 17 ODD de façon pertinente et efficiente. Donc là, c'était déjà un premier frein à la qualité de notre participation. Mais néanmoins, nous avons pu participer à cet atelier avec les défis que ça posait.
Et ensuite, le gouvernement devait dérouler un processus d'ateliers régionaux de partage et d'enrichissement de ce rapport. Malheureusement, à l'époque, il y a eu des grèves au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc, le processus a été grippé pendant plusieurs mois. En dépit de nos interpellations pour avoir le rapport provisoire et le discuter avec la société civile, ça n'a pas été du tout facile. Jusqu'à ce que la situation se débloque et qu'on se retrouve à quelques semaines du forum et le processus a été encore déclenché. Donc, on a fait une participation, je dirais, mitigée parce qu'on n'a pas pu déployer toutes nos capacités et notre potentiel pour amender ou enrichir le rapport. Ça, c'était la position du rapport. Maintenant, pour la participation effective au forum, on a constaté qu'il y avait une délégation gouvernementale qui devait se rendre à Washington. Mais dans cette délégation, nous avons reçu une correspondance du gouvernement au forum, nous avons reçu identifier notre intérêt à participer au forum de haut niveau pour la présentation du rapport, mais que nous devions financer notre participation. Le gouvernement nous met dans sa délégation, mais nous devions payer et prendre en charge nos délégués, ce qui n'est pas aisé pour des organisations que nous sommes. Donc, nous avons répliqué avec une lettre notifiant au gouvernement que nous estimons que les ODD doivent être un processus participatif et qu'il est important déjà dans la délégation nationale d'inclure la société civile avec prise en charge de sa participation. Malheureusement, il se trouve que le gouvernement lui-même comptait sur l'appui de ses partenaires aussi pour assurer sa participation. Donc, ce n'était pas évident. Mais néanmoins, le gouvernement nous a appuyés à rencontrer les partenaires potentiels qui pouvaient soutenir cette participation. Et nous en sommes sortis avec 2 prises en charge. Donc, nous avons eu 2 délégués qui ont pu se rendre avec le gouvernement à New York pour présenter le rapport. Une autre difficulté, c'est que même nous, la société civile, on ne comprenait pas le processus dans les détails. Donc, du coup, nous n'avions pas en amont fait les inscriptions nécessaires pour avoir l'accréditation. Donc, quand nous avons eu les 2 biais avec le gouvernement, il se trouve que les périodes d'accréditation étaient déjà passées. Heureusement qu'il y avait quelques leaders qui avaient fait le processus et qui avaient l'accréditation, mais sans le financement. Donc, nous avons pu coopter ces derniers pour nous représenter. Donc, à New York, ce qui s'est passé, c'est que voilà, ils ont eu des difficultés pour avoir les visas parce que c'était un processus à la dernière minute. Mais heureusement, avec la lettre du gouvernement et autres, finalement, ils ont eu les visas. Mais ils sont arrivés en plein déroulement du forum et ils ont pu prendre part à la présentation du rapport du Burkina Faso. Donc, je pense que je suis en train d'épuiser mes minutes pour aller rapidement à la conclusion de mes propos. Voilà. Donc, nous avons participé difficilement au processus. Nous avons été à New York avec le gouvernement et on a aussi pu, à l'occasion, participer à d'autres événements parallèles et capitaliser cela aujourd'hui. De retour de New York, nous avons organisé un atelier national où nous avons partagé ce processus de participation avec les autres acteurs de la société civile. Mais nous pensons que pour la prochaine fois, la société civile devrait se préparer à produire un rapport alternatif. Parce qu'il est très compliqué de faire passer un certain nombre de messages dans le rapport, dans le rapport formel institutionnel. Parce que le gouvernement évalue selon les statistiques, selon les taux. Par contre, en tant que société civile, nous, on aimerait mettre quand même des focus sur des aspects vraiment concrets qui montrent que même si les taux sont présentés d'une manière positive, il y a quand même des inégalités qui sont là et qui devraient, et que les ODD sont là pour relever le défi des inégalités, pas forcément pour aider ceux qui sont déjà dans de meilleures conditions. Donc, nous pensons que, en tout cas, c'est l'une des recommandations fortes que la société civile elle-même devrait être
capacité et avoir les moyens de produire un rapport alternatif pour pouvoir vraiment influencer et faire des ODD une réalité. Donc, autre recommandation également que nous avons notifiée, c'est que le gouvernement devrait vraiment s'appuyer sur les collectifs d'ONG sur la question des ODD pour qu'ensemble, on opérationnalise le fait que les ODD doivent être quelque chose de synergie, quelque chose de co-construit, quelque chose de partagé pour pouvoir relever les défis du développement. Donc, nous avons les échanges avec le gouvernement, mais un autre problème crucial, c'est que même au niveau de la société civile, il y a très peu de connaissances sur les ODD. Souvent, les personnes connaissent les ODD. Aujourd'hui, tout le monde sait que les ODD existent. Certains pourront vous dire quels sont les 17 ODD, mais au fond, tout le monde ne comprend pas l'enjeu des ODD et même les cibles et les indicateurs à suivre. Donc, ça fait que quand on rentre dans le débat politique, on n'est pas forcément au même niveau d'appréciation des évolutions qui sont réalisées. Donc, il y a un défi d'appropriation des ODD déjà au niveau de la société civile elle-même. Voilà, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, des besoins de précision, je pourrais revenir sur d'autres aspects. Je vous remercie. Merci, Rokiatou, pour votre qualité, pour la qualité de votre présentation. Sans plus tarder, je rappelle d'abord que c'est 7 minutes. Vous êtes autorisé à 7 minutes. Bon, je suis tolérant, mais voilà. Essayez de se tenir à 7 minutes. Je ne sais pas si j'ai trop débordé. Oui. OK. Bon, on a appliqué l'approche genre. Discrimination positive. D'accord, merci. Alors, je donne la parole à... Pas de problème. Je donne la parole à Boubacar, notre ami. À vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si chez moi c'est le matin. On ne vous entend pas beaucoup. Approchez du micro. Ok, je bouge tout d'abord un peu. Je crois que Aboubakar a perdu la connexion. Peut-être il faut revenir. S'il perd, on peut Aboubakar, je le vois là. Mais oui, il a perdu la connexion. Donc, si on l'attend 1 minute. Oui, Aboubakar. Oui, allô? Oui, Aboubakar, c'est bon? Oh, c'est bon, maintenant c'est bon. Je peux essayer d'utiliser mon téléphone. Alors, il vous reste 1 minute. Hein? Vous avez OK. Allez, vas-y. Tout d'abord, je m'appelle Aboubakar Akilimali. Je suis coordinateur national de GCAP Burundi, Global Call to Action Against Poverty. Et ensuite, je représente une coalition nationale, Burundi Child Rights Coalition. De le départ, je pourrais parler que le Burundi, depuis 2015, nous avons participé à informer la population en matière des EDD. C'est-à-dire que on a tout d'abord commencé à informer les EDD avant qu'ils soient adoptés le mois de septembre 2015. Pour dire que notre coalition GCAP Burundi, sous le financement des Civikis, on avait eu le parcours de passer dans les différentes provinces
a essayé d'informer la population, malgré que les contextes étaient un peu difficiles au niveau politique, parce que c'était dans un moment où il y avait la manifestation contre la troisième mandat de l'ancien président qui a décédé le mois passé. Personnellement, j'ai eu l'occasion de participer à l'adoption de ces EDD au niveau à partir des États-Unis et en plus, j'avais eu l'occasion de participer dans des différents ateliers à partir des États-Unis, les High Level Political Forum, pendant au moins chaque année. Sauf que cette année, ça a été un peu difficile étant donné que le High Level Political Forum était virtuel et ce n'est pas facile à participer parce que presque tous les différents événements, c'est un peu compliqué. Il y a, tu sais que tu vois, 13h, 14h, les uns sont presque de la même temps. Mais heureusement, j'ai eu à participer à certains. Retournons sur le cas du Burundi. Le Burundi fait partie des autres pays qui s'est inscrit dans la dynamique d'adoption et d'appropriation de l'agenda 2030. Et s'est engagé à intégrer les objectifs de développement durable dans leur plan national du développement 2018-2027. Cette année, ils ont montré s'engager à faire je pourrais dire que cette année, le Burundi s'est engagé à présenter un rapport volontaire. Heureusement, ce rapport a été fait, a été publié. Mais ce que je pourrais dire est que, tenant compte de la situation politique nationale du Burundi, la société civile est divisée en deux. Il y a la société civile gouvernementale et la société civile qui sont un peu indépendantes. On était ensemble avec le gouvernement dans les ateliers régionaux en 2018, en 2019 et dans cette année à Zimbabwe. Il connaît notre organisation, on a travaillé ensemble, mais malheureusement, que le problème, ils n'ont pas confiance aux organisations qui ne sont pas directement membres de leur parti politique. Malgré tout ça, quand ils ont manifesté l'intérêt de faire le rapport volontaire, on était en contact avec certains des personnels au niveau du ministère. On était ensemble, je viens de le dire, à Zimbabwe, en croyant que lors des préparations des ateliers au niveau national, ils vont inviter la société civile et nous inviter aussi pour prendre part, mais une chose qui n'a pas été facile, on suivait les informations à partir d'IPNID, certains personnels d'IPNID qui nous disent pourquoi vous n'avez pas été invité, on ne sait pas, on ne sait pas. On a suivi le processus à partir d'IPNID chaque fois parce qu'on était en contact avec certaines personnes d'IPNID. Mais comme c'est le gouvernement qui invite dans le processus, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'occasion de participer dans ce processus en tant que GCAP ou BCRC, nos organisations membres. Mais les associations là qui sont membres du parti au pouvoir, ces associations de la société civile, il y a certains qui ont participé. Mais la chose qui était un problème, beaucoup de ces organisations ne maîtrisent pas ces processus. Une confirmation que moi-même j'ai réussi au moment où on a organisé un atelier
le 10 juillet, la personnel d'IPNID m'a informé directement qu'ils ont participé dans le processus, mais malheureusement que beaucoup de personnes, même au niveau des différents ministères qui ont participé, ne maîtrisent pas le système, soit les mécanismes des EDD et ces objectifs de développement durable. Et ils nous ont suggéré que, en tant que société civile, qu'on puisse travailler beaucoup sur informer et organiser beaucoup des ateliers en matière d'informer la population sur les EDD, les 10 ans qui restent. Certains défis, comme Rukiatou a dit, elle est presque les mêmes au niveau national. Comme je viens de le dire, c'est la maîtrise de ces mécanismes dans de différentes couches de la population. Un travail que bientôt, nous allons commencer à faire avec certains appuis qu'on a ici. Il y a l'OPNID et le Cordaïd, que bientôt on va commencer à travailler ensemble pour voir comment on va démarrer à informer la population, et aussi la société civile, et les médias vont nous accompagner pour qu'on puisse avoir au moins des animations en fait d'informer la population sur les EDD. Le Burundi a présenté son rapport hier, son premier rapport volontaire. Et notre organisation GCAP va faire un rapport alternatif d'ici le mois d'août en collaboration avec Cordaïd, avec Action for Sustainability and Development. Aussi, je tiens à remercier Oli pour l'appui financier qu'il nous a réservé et nous informer que d'ici le mois fin d'août, le Burundi aura son rapport alternatif. Dès que le rapport alternatif sera disponible, nous allons aller contacter le gouvernement du Burundi pour présenter ce rapport au gouvernement du Burundi, aussi montrer nos recommandations et de lui demander de travailler en triangle, c'est-à-dire la société civile, le gouvernement et les organisations internationales, et surtout les organisations onusiennes. C'est ça qu'on envisage de faire au Burundi. Merci. Si vous avez terminé, merci Boubacar pour votre présentation claire. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Oscar. Merci. Je pense que c'est Jakalia qui doit prendre la parole pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Zakaria. Bien. Donc, je suis Ouattara Jakalia, chef projet de suivi indépendant du contrat de développement. On vous entend, mais de loin. On vous entend, mais de loin. Peut-être vous approchez un petit peu. Même si on est à distance, essayez de réduire la distance. Bien, c'est bon maintenant? Ah, là, c'est bon. Là, c'est correct. Ma soeur Rokia, comment tu vas? Ça va. Et toi? Alors, donc, je suis Ouattara Jakalia. Je suis le chef projet suivi indépendant du contrat de désendettement et développement à la Convention de la société civile ivoirienne. Donc, c'est moi qui ai en charge tous ces dossiers de ODD, VNR. Alors, brièvement, la Convention de la société civile ivoirienne est la plus grande plateforme de la société civile au niveau de la Côte d'Ivoire, assez inclusive et participative, qui regroupe 171 organisations issues des 4 piliers, les organisations professionnelles,
les centrales, enfin, les centrales syndicales, les organisations professionnelles, les organisations religieuses et la coopération des ONG. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu à prendre part à un certain nombre de choses. Alors, pour revenir au sujet, il faut dire que le processus du VNR, qui découle du processus d'adoption des ODD, s'inscrit dans le continuum du processus du plan national de développement. Et au niveau du plan national de développement, il y a 3 organisations, 3 réseaux, 3 plateformes qui participent pour le compte de la société civile. Il y a la Convention de la société civile ivoirienne, la Convention nationale des organisations de la société civile et le groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Et donc, quand le processus d'adoption des ODD a démarré, tout naturellement, les acteurs étatiques qui pilotent le PND, le plan national de développement, ont estimé que au niveau de la société civile, c'est quand même un éventail assez large d'organisations. Et donc, ils se sont appuyés sur ces 3 plateformes-là qui ont participé au processus. Donc, rapidement, avant d'arriver au VNR, il y a eu d'abord tout ce qui concerne le travail bilan des OMD, ce qui a abouti à un atelier officiel de présentation du bilan des OMD en mars 2015, suivi du lancement officiel des ODD. Après ça, il y a eu l'atelier technique de préparation de la feuille de route pour New York en juillet 2015. Et ensuite, on a adopté tout ce qu'il fallait pour aller à New York. Et en septembre, il y a eu l'adoption, comment elle s'appelle, la 2015, des ODD. Donc, au retour, au niveau de la société civile, on a tenté de faire une restitution. Malheureusement, les acteurs étatiques ne nous ont pas suivis, donc on n'a pas pu faire la restitution. Mais par contre, il y a eu ce qu'on appelle la Journée nationale du développement durable, pilotée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc, c'est au cours de ces sessions-là que les informations sur les ODD sont distillées et c'est par corporation, avec la société civile, avec le secteur privé, les collectivités territoriales. Donc, c'est comme ça que le processus est enclenché jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire s'engage à fournir son premier rapport qui était en 2019. Donc, pour le VNR, ah d'accord, il paraît qu'il y a des anglophones qui me suivent. Bien, donc pour le VNR, il y a eu 2 processus au niveau du gouvernement. Il y a eu un processus piloté par le ministère du Plan et du Développement et un autre processus piloté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Alors, pour ce qui concerne celui qui est piloté par le ministère du Plan, il a s'agit d'aligner les indicateurs du PND sur les ODD. Ensuite, de faire recours à l'Institut national de la statistique pour faire la priorisation de ces ODD-là, et déterminer les indicateurs et les cibles. Et à partir de là, la Côte d'Ivoire a su effectivement dans quel secteur il fallait concentrer son effort pour préparer le VNR. Et donc, après cet atelier, ou cette priorisation, comment il s'appelle, des outils ou des éléments sur lesquels les indicateurs et les cibles, ils ont eu recours aux agents du système des Nations Unies, notamment le bureau régional du PNUD à Addis Abeba, qui est venu nous instruire sur le RIA, le Rapid Integrated Assessment, comment il fallait travailler sur cet outil-là, qui nous a permis d'avancer. Pendant ce temps, au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, eux, ils avaient utilisé l'outil de la francophonie. Et c'est comme ça que les 2 processus sont revenus en parallèle. À côté de ces 2 processus au niveau gouvernemental, il y avait le processus au niveau société civile nous-mêmes. Et avec l'appui de Civil Society Platform, piloté par Corded. Ensuite, le PNUD. Il y a eu, j'ai oublié de mentionner qu'après New York en 2015, on a mis en place une plateforme dénommée Initiative de la société civile pour le développement durable. Donc, qui regroupe tous ces acteurs-là qui travaillent dans le domaine des ODD. Donc, c'est cette plateforme, avec le point focal Corded au niveau de la Côte d'Ivoire, plus le PNUD. Donc, on a eu à organiser un processus, je ne dirais pas parallèle, mais peut-être en complément de ce que le gouvernement a fait, ce qui nous a conduit à organiser 2 ateliers de consultation des organisations de la société civile. Il y a eu d'abord un premier atelier à Abidjan, qui concerne seulement les organisations de la capitale économique, environ 90 organisations qu'on a sélectionnées dans tout l'éventail de la société civile pour faire la consultation.
Et ensuite, il y a eu ceux de l'intérieur du pays qu'on a réunis à Boaké, à 300 km d'Abidjan, pour pouvoir aussi leur permettre de vivre ce problème du VNR. Donc, au cours de ces consultations, on s'est rendu compte que les ODD n'étaient pas suffisamment connus dans le milieu de la société civile. Ou du moins, les gens au quotidien faisaient les ODD, mais ils ne savaient pas que c'était les ODD. Ça c'était le constat qui est ressorti. Ensuite, en termes de participation, d'inclusivité et autres, les gens ont eu à faire ressortir que effectivement la société civile n'était pas suffisamment associée à tout ce qui concerne les ODD en Côte d'Ivoire. Et donc, les deux ateliers nous ont permis de faire le jugeage pour nous rendre compte qu'il y avait un travail énorme à faire en termes d'information, de formation de la société civile sur les ODD. C'est ce qu'il faut retenir sur ces... Troisième chose qu'il faut retenir dans ces consultations, étant plus proche des populations, compte tenu de notre proximité, il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été relevées, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, principalement, et de l'agriculture, que nous avons aussi remonté au niveau du processus national. Donc, après ces deux consultations, une à Abidjan, une à Boaké, il y a eu un document final et les deux processus gouvernementaux se sont fusionnés par la suite. Plus, nous aussi, nous sommes venus au niveau de l'atelier national d'élaboration du VNR, verser les conclusions de nos consultations parce qu'on n'a pas voulu avoir un truc parallèle avec un rapport alternatif. Et donc, on a conforté nos résultats, nos données, avec ceux du gouvernement. Et il y a eu un document unique qui a été ensuite adopté au New York. Maintenant, pour l'élaboration de ce document unique, il y a eu un comité restreint piloté par les deux ministères, le ministère du Plan et le ministère de l'Environnement, avec un seul représentant de la société civile dans le comité. Et c'est ainsi que, bon, quand le document a été validé, c'est passé en conseil des ministres validé, et ensuite, on a préparé New York. Bien, pour New York, comme l'a dit ma soeur de choses, c'est le même constat. Pour New York, il y a eu beaucoup d'acteurs gouvernementaux. Au niveau de la société civile, nous étions seulement 3 ou 4 personnes, mais pas sur le financement du gouvernement. Parce que moi, par exemple, j'ai été pris en charge par Cordet, mais j'ai pu négocier pour qu'on m'inscrive dans la délégation gouvernementale afin d'avoir certaines facilités. Donc, si on veut regarder en fait sur le fond du gouvernement pris en charge, pour prendre en charge la société civile, il y a pratiquement peut-être 1 ou 2 personnes. Ça, c'est un problème qu'il faut songer à régler. Alors, donc, au niveau de New York, effectivement, on n'a pas fait piètre figure, on a participé puisqu'on a eu à être mandaté même pour représenter l'État au plus haut niveau à certaines sessions. Et c'est à New York, au niveau de la permanence des Nations Unies, de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, que le dispositif même de PowerPoint de présentation nous a été mis à notre disposition. Et il y avait un film institutionnel qui retraçait les aspects innovants, notamment par exemple la construction des classes pour l'école primaire à partir du recyclage des sachets plastiques. C'est là-bas qu'on a découvert, c'est à New York qu'on a découvert toute cette expérience. Mais bon, comme c'est le pays, on s'est inscrit dans la logique et on allait ensemble. La présentation a été bien accueillie. Et après New York, bien, seule la société civile a pu faire la restitution de New York. Et on a estimé que bon, il fallait continuer les consultations qu'il y a eu avant New York. Parce qu'on avait pu couvrir seulement Abidjan et Boaké. Alors que nous avons 31 régions, plus de 2 districts autonomes. Il fallait continuer le travail et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc voici le résumé. S'il y a des questions, je peux revenir en détail. Mais j'ai fait un survol quand même du processus à la fois le bilan OMD, adoption ODD, processus VNR et la contribution de la société civile dans tout ce dispositif. Je vous remercie. Excellent, cher camarade Zakaria. Donc, je prends la parole. Si mon ami Arnaud donne un peu la main sur la présentation. Voilà. Rôle et responsabilités des ONG. Donc, c'est nos observations par rapport à la marge de la présentation. Le Maroc qui a présenté aujourd'hui, je pense, il y a le 2e rapport national au forum politique de haut niveau. Passe. Donc, voilà, notre rapport se met dans un contexte. Je ne vais pas lire tout le texte, mais je vais essayer de donner des idées.
La place incontournable de la société civile dans l'agenda 2030. Nous savons que l'agenda 2030 qui a été pensé à partir de 2012 et qui répond un peu aux carences des OMD, la société civile a joué un rôle important. Donc, il a une place dans cet agenda et sa participation est fondamentale pour la transparence et pour la qualité des données. Passe. Donc, il y a un deuxième support qui légitime un peu notre initiative, c'est la constitutionnalisation du rôle de la société civile et de la démocratie participative et citoyenne dans la Constitution marocaine. Donc, nous avons plusieurs principes sur la prééminence des droits de l'homme, sur la loi locale en cas d'opposition. Nous avons des articles qui parlent de la participation de la société civile à la conception, au suivi, évaluation des politiques publiques au niveau national, au niveau régional. Nous avons des possibilités de faire comment ça s'appelle, pas des projets de loi, mais des sollicitations je n'arrive pas à trouver, Ara et des Marassim et Moultamasset. Donc, nous avons des pétitions, nous avons la possibilité de faire des pétitions. Nous avons un article 27 très important qui parle de l'accès à l'information. Sur le plan régional et territorial aussi, la société civile, elle est là dans ce qu'on appelle les structures de participation citoyenne et démocratique, aux structures de la démocratie participative, dans les lois organiques des collectivités territoriales, etc. Notamment, on trouve la question du genre au niveau local qui est posée dans les communes. Passe. Il y a aussi le troisième référentiel, c'est la mission. C'est le référentiel et la mission et objectifs de l'espace. Le référentiel se base fondamentalement sur les instruments de droits de l'homme et sur les principes constitutionnels de démocratie participative, de reddition des comptes et sur les lois en cohérence avec les droits de l'homme. La mission, c'est renforcer le rôle des associations de la société civile. Nous sommes un réseau de 80 associations, un peu qui embrassent un peu la majorité des domaines d'intérêt de la société civile d'une manière générale. Nos objectifs, c'est développer les habiletés, activer le débat public, suivre et surveillance des politiques et actions politiques, plaider en faveur des affaires en lien avec la mission de notre espace. Continuez, s'il vous plaît. Allez-y, passe. Donc, les observations. Ici au Maroc, en dépit de cette position constitutionnelle, de ce contexte qui légitime un peu l'action de la société civile, pas seulement dans la concertation, mais même dans la conception des politiques publiques. Et les ODD sont devenus en réalité intégrés aux politiques de tout ça. On n'a pas été invité à participer sérieusement. Il y a eu quelques moments de concertation, un questionnaire online, mais ce n'est pas très signifiant et ça ne reflète pas les principes d'une démocratie participative. Néanmoins, nous saluons les efforts déployés par le gouvernement pour achever le deuxième rapport et remplir l'engagement du Maroc dans un contexte que nous savons de pandémie Covid-19 et un contexte mondial qui n'est pas très encourageant. Nous saluons la revue du système de gouvernance et de coordination institutionnelle de la stratégie Maroc 2030 et l'intérêt porté à l'amélioration du système de données nationales en intégrant le programme 2030 et ses indicateurs aux différents secteurs gouvernementaux. Donc, et bien sûr, en tirant compte d'un rapport du Conseil suprême des comptes, le Conseil supérieur des comptes qui a relaté un certain nombre de lacunes ou de défaillances de forme et de fond sur le processus de mise en œuvre des ODD par le gouvernement. Et bien sûr, nous saluons aussi l'engagement de partager le RNV avec l'ensemble des parties prenantes et éventuellement à remédier à ces carences dans le futur proche. D'ailleurs, nous, on a eu accès au rapport national dans le site des Nations Unies. Il ne nous a pas été communiqué directement par le gouvernement. Passe. Alors, question posée citoyenne. Alors, de la position de notre responsabilité en tant qu'organisation,
nous nous interrogeons sérieusement et de manière responsable sur l'approche adoptée aujourd'hui au Maroc dans la rédaction de ce rapport. Approche basée sur une vision et une pratique qui ont démontré leurs limites et ont incité le Maroc à prendre la décision de revoir son modèle de développement et aller à la quête d'un nouveau modèle. Ça, c'est une première remarque de fond. Deuxième passe. La participation de la société civile. Comment expliquer l'absence d'organisation de la société civile dans la conception, le suivi et l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs de développement, sachant que nous avons un support constitutionnel. Nous demandons au gouvernement de se soutenir, de se respecter la Constitution, de donner l'exemple. La procédure de consultation via le site, parce qu'ils ont mené une consultation au mois d'avril avec la société civile sous forme de questions, combien de projets vous avez mobilisés, combien d'argent vous avez dépensé, etc. Donc, le questionnaire ne pouvait pas affirmer réellement une réelle participation, même si c'est cité comme une véritable participation par le rapport marocain. N'est-il pas réducteur de la dimension constitutionnelle de la société civile et une négligence et des compétences humaines associatives volontaires pour l'appropriation et l'efficacité de la mise en œuvre des ODD? C'est des questions que nous posons par rapport à la participation. Oui, passe. Alors, la question des droits humains et genre, les retombées des droits et sur... Donc, oui. Alors, le centre d'excellence, non, c'est bon. Le deuxième volet, c'est les droits humains et les questions de genre. Les retombées de droits humains, de justice environnementale, l'égalité du genre posent un réel problème dans le suivi et l'étendue des respects des obligations du Maroc. D'accord? Donc, ce qui ne peut être fait en dehors des obligations constitutionnelles au niveau du Maroc, au niveau national et international. Donc, la question qui est posée, c'est ce rapport. Est-ce que ce rapport est crédible? Et en posant cette question, est-ce qu'on peut réellement prétendre aller vers les ODD sans la libération de tous les prisonniers d'opinion? Est-ce que la libération de tous les prisonniers d'opinion n'est-elle pas un véritable levier, un point d'entrée pour construire un développement durable garantissant l'inclusion de tous? Les ODD sont intégrés, mais il y a la dimension politique qu'il ne faut pas occulter, il est fondamental. Peut-on réaliser dans un climat restrictif de liberté de presse et un environnement défavorable pour la société civile et ses associations citoyennes et de droits humains? Liberté d'association, liberté d'expression, financement, infrastructure, formation, tout ça constitue des problèmes. La tendance mondiale souligne aussi la recrudescence de la violence à l'égard des femmes. Et d'ailleurs, cette montée de violence à l'égard des femmes s'est aggravée pendant le Covid. Pas seulement au niveau du Maroc, mais au niveau international, je pense aussi à l'échelle de notre continent. Alors, quelle stratégie à cet égard? Ou bien on va répéter le même discours. Personnes en situation de handicap qui souffrent de la nature, mais qui souffrent aussi des manques d'accessibilité, de manque de réelle politique en matière de handicap. Passe. Le centre d'excellence, parce que le Maroc vend son expérience en matière de budget sensible au genre, ce centre d'excellence a-t-il pris des mesures pour les points focaux genre au niveau des départements ministériels en termes d'intégration budgétaire? Parce qu'il y a une structure au niveau de chaque ministère, une personne, ce qu'on appelle un point focal qui s'occupe de genre, mais on ne voit pas quelles sont les mesures, quelles stratégies, comment il fonctionne, est-ce qu'il a un pouvoir d'intégrer le genre, etc. Ce sont des questions qui sont, comme on dit, le diable est dans les détails, auxquels on n'a pas de réponse. Existe-t-il une étude de l'impact politique budgétaire sensible au genre appliquée depuis 2005, parce qu'on parle de politique budgétaire sensible au genre, mais la réalité est qu'au niveau du travail, au niveau de la violence, au niveau de l'inégalité en termes d'éducation, en termes de santé, on trouve la situation des femmes qui se dégrade et que la dégradation et que le gap continue à s'approfondir, à se creuser entre les hommes et les femmes à ce niveau. Ne pensez-vous pas que le retard pris dans la création de l'équité, de l'instance équité, et lutte contre toutes les formes de discrimination après 3 ans s'est écoulé depuis la publication de la loi
de la loi officielle et n'avons, depuis sa constitution, sert l'agenda législatif discriminatoire. Nous avons une instance équité, parité, équité, constitutionnellement, mais il y a la loi qui est sortie, mais le décret d'application est sorti aussi, mais on n'a pas encore nommé les responsables. Il est en panne. Et donc, ceci, il est censé relever et suivre tout ce qui est discrimination à l'échelle du pays. Et on ne peut pas prétendre réaliser les ODD, notamment l'objectif numéro 5, avec les discriminations au niveau de l'accès à la terre, au niveau de l'accès au travail, au niveau de l'accès à l'éducation, au niveau de l'accès à la justice. Et j'en passe. Donc, voilà, c'est passe. Covid, il a un peu démasqué une certaine réalité, cette pandémie. Il a montré une chose qu'on a pendant longtemps vénéré le libre-échange et l'intérêt du privé, et le privé source de prospérité. Mais la réalité est autre. Avec la pandémie, nous avons vu le privé qui tombe le premier derrière l'autre, et nous avons le privé aussi qui demande le soutien du public, c'est-à-dire de l'argent public pour pouvoir se maintenir. Donc, cette histoire, cette idéologie néolibérale qui reste quand même dans le texte des ODD d'une certaine manière, je pense que c'est une question à poser par la société civile. Est-ce que ceci n'interpelle pas, parce que n'interpelle pas un peu les politiques internationales? Aujourd'hui, le secteur de la santé publique, il a supporté 90%, si ce n'est plus, du malheur de Covid et des problèmes de Covid, la question de l'éducation, la question de la recherche scientifique. Donc, il y a une question de fond qui a été, on remercie Covid par ça, qui a été démasquée, c'est que cette idéologie néolibérale, aujourd'hui, qui devenait un courant sacré au niveau international, je pense qu'il faut la remettre en cause, il faut aller vers le renforcement des États, de leur politique de protection des droits. Donc, il a également montré la décision unilatérale du gouvernement voilà, c'est donc quand il a pris des décisions, unilatérales et qui n'a pas pris un peu, qui n'était pas en harmonie avec la constitution marocaine, notamment il y a eu on a essayé de glisser un certain nombre de lois qui ne sont pas, notamment une loi sur l'espace bleu, sur l'utilisation des réseaux sociaux, etc., ou qui a été un peu liberticide par rapport aux libertés d'expression. Et donc voilà, l'essentiel, c'est que le Maroc, nous avons d'ailleurs organisé un atelier où on a dit que le Covid, c'est une opportunité, c'est un risque et c'est une opportunité. C'est un risque si on n'arrive pas, si on ne remet pas en cause notre mode de développement, notre façon de voir les choses, nos habitudes institutionnelles, mais aussi personnelles. Et c'est une opportunité, ça nous permet de revisiter un peu nos paradigmes, de revisiter un peu nos politiques de développement, d'investir sur l'être humain, d'investir dans l'éducation publique, d'investir dans la santé publique, donc d'investir dans les ODD en dehors de la théorie où le public doit jouer le gendarme et le privé animer le marché, parce que c'est une théorie qui s'est écroulée même dans les pays néolibéraux ou libéraux, il s'est écroulé et n'a pas donné ses résultats. Donc, pour finir mon intervention, nous sommes partants pour une collaboration avec le gouvernement, mais sur la base claire, sur la base de respect mutuel. On ne veut pas être un instrument, parce que certainement le gouvernement parle d'une certaine société civile, mais il y a toujours dans tout corps, il y a des éléments qui sont pas des anticorps, mais
qui ne sont pas en cohérence avec le corps de la société civile, qui sont prêts à aller légitimer des processus qui sont de leur essence illégitimes. Mais néanmoins, je dis que nous sommes disposés à contribuer, à revisiter le RNV, à poser les préalables aussi, à penser à aller au-delà de la réalisation technique, poser la question des indicateurs, poser la question du changement social, du changement de situation. Il ne suffit pas de dire nous avons 100 femmes ou 1000 femmes, mais qu'est-ce qui est changé dans la réalité des choses? Et bien sûr, il y a sans liberté, il n'y aura pas de développement ni de développement durable. Je vous remercie. C'est bon. Oui, vous pouvez passer. Passe. Voilà. Donc, voilà, j'ai terminé ma petite présentation. Et je ne sais pas s'il y a si on a un peu de temps. Je demande aux organisations, est-ce qu'on a un peu de temps pour que chacun prenne la parole pour dire 1 minute ou 2 minutes chacun, pour dire un peu ce une réaction, et surtout une recommandation sur la manière de continuer, parce que cet atelier organisé par Forus, c'est une innovation qui est très importante, réunir l'Afrique, la partie francophone. Et je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble parce que nous avons des problématiques qui se ressemblent. Nous sommes dans le même continent, nous sommes l'objet des autres partout, qu'on soit au Burkina Faso, au Maroc, au Burkina, au Burundi, ou Côte d'Ivoire, etc. Donc voilà, je me permets en tant qu'animateur, avec l'autorisation, parce que le silence, ça veut dire que les organisations sont d'accord. Je donne la parole à Rokiato. J'ai juste une question à ajouter, s'il vous plaît, à Abdelhakim. Oui, on peut continuer un peu. Le lien s'est ouvert. J'ai juste une question sur la question de la mise en œuvre. Beaucoup d'entre vous, vous avez parlé sur l'impact de la pandémie sur la mise en œuvre. Et si vous pouvez aussi donner un peu plus des prochains pas dans chaque pays, ça serait très intéressant. Merci. Voilà, donc merci Oli. Donc je donne 1 à 2 minutes maximum, Rokiato, pour donner une impression et peut-être aborder aussi la question posée par notre ami Oli. Allez-y, Rokiato, avec tous les respects. Merci beaucoup. Voilà. Bon, je pense que globalement, nos interventions se recoupent. Le constat qu'on retient, c'est qu'il y a encore du travail d'appropriation des ODD à faire. Le deuxième constat, c'est que effectivement, les rapports nationaux volontaires sont une opportunité pour les États comme pour les autres parties prenantes, notamment la société civile, de pouvoir repasser en revue la réalisation des ODD. Mais malheureusement, il y a encore des défis à tous les niveaux pour que cet outil de rapportage soit compris et utilisé à bon escient pour nous faire avancer. Troisième défi aussi que je note, c'est qu'en tant que société civile, nous avons aussi, en tant que réseau fêtière des sociétés civiles, nous devrions, comme l'a dit tout à l'heure, l'expérience de Burundi et de la Côte d'Ivoire, travailler à, en tout cas, avoir des programmes qui vont permettre de mobiliser les ONG, les associations, pour qu'ils comprennent ces ODD et exécutent leur activité dans le sens de la réalisation des ODD, bien sûr en dialogue avec les autorités qui ont en charge. Bon, sur la dernière intervention avec l'expérience du Maroc, effectivement, comment tirer profit de COVID-19 par rapport aux enjeux, effectivement, des objectifs de développement durable. Parce que, comme certainement dans les autres pays, nous, sur les secteurs sociaux, je prends juste le cas de l'eau et de l'assainissement, qui est un des ODD que nous suivons de très près, l'ODD 6.
a constaté qu'avec la situation de la COVID-19, le gouvernement a dû couper une bonne partie du budget de ce ministère pour investir sur la COVID-19. Donc, vraiment, il y a encore pas mal de choses à résoudre comme défi et nous espérons qu'avec Forus, nous aurons l'occasion de continuer à creuser ce sujet et surtout de développer des programmes qui vont permettre à nos différents pays de faire des progrès et ne pas arriver en 2030 avec des objectifs atteints à moitié. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, c'était vraiment un plaisir pour moi de prendre part à cet échange. Le plaisir est partagé, Rukiatou. Alors, Aboubakar, vous avez la parole. Oui. Il y a 2 minutes. Oui, Aboubakar. OK, je tiens tout d'abord à encore remercier l'expérience du Maroc et sa présentation vraiment a été vraiment plus riche. Au sein de notre coalition, comme c'est un processus qu'on avait déjà commencé depuis avant même l'adoption des OEDD, et nous continuons à le faire malgré les contraintes politiques au niveau national. Mais nous allons essayer tout le mieux de contacter PNID parce que PNID est le premier partenaire du gouvernement. En passant par PNID, cela nous facilite à communiquer facilement avec le gouvernement du Burundi. Nous espérons qu'après la production de notre rapport sur la mise en œuvre des OEDD, on aura une dialogue tripartite avec le gouvernement et les organisations onusiennes. Cet dialogue tripartite qui va nous faciliter à atteindre au moins 80% des objectifs sur les OEDD, malgré que le gouvernement du Burundi insiste sur le plan national du développement, un plan qui a été élaboré par le gouvernement et que pour eux, ils pensent qu'avec ces plans-là, une fois réalisés, ils auront atteint les objectifs de développement durable. Une chose qui n'est pas, d'après nous, en tant que société civile, qui n'est pas facile, étant donné que le plan national du développement et les objectifs du développement durable, il y a des éléments qui ne sont pas cohérents. Je peux dire que l'agenda 16, tu ne peux pas les trouver dans le programme national du développement. Et si on ne parle pas de la paix dans un pays d'insécurité comme le Burundi, dans un pays de violation des droits de l'homme comme le Burundi, c'est-à-dire qu'on n'aura pas atteint les objectifs de développement durable et que l'évaluation, peut-être vers la fin, 5 ans avant, ou soit en 2027, l'évaluation sur les GDD sera au moins, d'après moi, sera au moins à 40%. Nous allons essayer, en tant qu'organisation, la société civile, une chose qui n'est pas facile, de voir si la société civile elle-même peut s'organiser et de travailler avec les communautés, tout inclus, les médias, à promouvoir et à expliquer le processus sur les OEDD
Si on aura des appuis, ça nous permettra aussi d'appuyer cette population, tous qui aura besoin ces populations qui aura besoin, en fait, que nous puissions quitter des différentes inégalités qui se trouvent au niveau de la société. Je vous remercie. Merci Aboubakar, merci. À vous, Zakaria. Il faut allumer votre... on ne vous entend pas. Allumez votre... il est mutueux. Il faut qu'il ouvre son micro. Au terme des interventions, je note 4 choses qui me paraissent fondamentales. La première des choses que je note, c'est la volonté de la société civile d'occuper sainement et dignement sa place dans un univers hermétiquement fermé qui est l'espace public. Ça, je sens ça à travers les exposés. Deuxième élément que je retiens, c'est l'engagement affiché de la société civile de s'approprier les ODD et de travailler et de les faire avancer. Ça, c'est ressorti dans les exposés. Troisième élément que je note, c'est la détermination aussi de la société civile de contribuer de manière efficace et efficiente au VNR des différents pays. C'est ressorti dans les exposés. Et enfin, comme quatrième élément positif, c'est ce partenariat stratégique que les acteurs de la société civile ont pu nouer, tantôt avec celle de l'Occident, ou tantôt entre elles ou au sein des plateformes. Je crois que c'est ces 4 éléments fondamentaux à ressort des exposés. Maintenant, en termes de défis, c'est un défi commun à nous tous, comme je l'ai dit ici, le défi de positionnement de la société civile sur l'échiquier national ou de participation ou d'implication dans la mise en œuvre des politiques publiques. Le deuxième défi, c'est surtout l'exposé du Marocain, le défi du respect des droits humains et du genre, qui est ressorti aussi. Il y a le défi du financement. C'est vrai qu'on a la volonté d'occuper notre place, on a la volonté de contribuer, mais on ne va pas le faire avec les menus. Donc, effectivement, le défi du financement ou d'accompagnement financier des organisations de la société civile pour les ODD. Et enfin, le défi du droit à l'information, le droit à la communication pour mettre tous les acteurs, pour donner l'information à tous les acteurs sur tous ces processus VNR, ODD, etc., qui restent encore la grande inconnue au niveau de la grande population. Maintenant, pour revenir sur la COVID, ce que je peux dire, si Oscar peut le confirmer, au niveau de la Convention de la société civile, nous avons adopté un plan de riposte contre la COVID avec 8 axes majeurs, notamment le renforcement des capacités, ensuite la formation et la sensibilisation des populations, ensuite le monitoring des mesures barrières, puisque le gouvernement a pris un ensemble de mesures barrières pour voir est-ce que les gens les respectent, faire le mode et puis en termes d'alerte. Ensuite, l'assistance aux personnes vulnérables, et faire une étude d'impact de la COVID sur nos organisations membres, sur la vie de nos choses, etc., etc. Donc, voici un certain nombre de paquets sur lesquels nous sommes en train de travailler et la plupart de nos partenaires ont accepté, les projets que nous mettons ont accepté de réaménager les budgets initiaux afin de dégager des fonds pour appuyer ce plan de riposte-là que nous sommes en train de conduire. Donc, voici ce que je peux dire rapidement par rapport à la question. Excuse-moi, la première chose relative à Covid, la première disposition que vous avez prise, c'était laquelle? Vous avez parlé de monitoring, d'assistance, d'études d'impact. Le renforcement des capacités. D'accord, d'accord. Voilà, c'est le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités de nos agents sensibilisateurs, de nos agents observateurs, pour qu'ils puissent être vraiment efficaces sur le terrain. Parce que les gens pensent dans le subconscient des populations, ils pensent que c'est une vue d'esprit, comment ça s'appelle, la COVID. Ils n'y croient pas. Voilà. Donc, il faut vraiment, à travers des exemples bien précis. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, on a une personnalité très éminente qui est le président du Conseil supérieur des imams, qui a trépassé à la COVID. Donc, quand nous nous trouvons dans un milieu musulman ou acquis, c'est l'exemple qu'on prend pour leur dire, bon, effectivement, c'est ça. Donc, il faut des exemples pratiques, il faut éduquer nos populations. C'est vrai qu'ils ont fait, à bien été confinés, ils viennent d'élever, mais chaque jour, le taux ne fait qu'augmenter. C'est maintenant que nous sommes en train de
nous sommes dans la phase ascendante. Donc, ça nécessite quand même un travail approfondi. Et pour ça, on forme nos gens d'abord avant de les mettre sur le terrain. Absolument. Merci Zakaria, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a autre question? Sinon, je redonne la parole à Dre. Il est toujours avec nous? Non? Vous voulez poser la question à Zakaria? Merci. Malheureusement, je crois que vraiment on est à la fin du temps que nous avons pour cette session, mais je voudrais bien vous remercier à tous et à tous les panélistes et même à Abdelhakim. Merci bien pour la modération, l'excellente modération. Je crois que nous avons eu des diverses expériences, un dialogue très riche. Comme a dit Diadra au début, avec Forus, nous aussi à Action pour le développement durable, c'est très important pour nous aussi l'inclusion linguistique et donc nous sommes très heureux de pouvoir participer et partager avec vous aussi en français. Et comme a dit Diadra aussi, nous avons encore deux événements dans cette série d'événements parallèles. Vendredi, on aura à 8 heures, heure de New York, on aura en russe une session parallèle avec des partenaires qui parlent russe. Et après, à 13 heures, heure de New York, nous aurons en espagnol aussi pour les participants en espagnol. Toutes les sessions, les événements parallèles, on les aura sur les vidéos et comme nous avons dit, ils seront visibles sur le YouTube aussi. Donc, c'est vraiment un grand plaisir. Je ne sais pas si Deirdre peut encore parler, mais de toute façon, de notre partie, merci bien. Écoute, Rokia, j'ai envoyé un mail à Sylvestre hier par rapport au cas de concentration et de la société